Voilà, le but, ça serait de pouvoir faire baisser le taux de suicide dans l'agricole, ça serait vraiment le top. Et donc, voilà. Je sais qu'on ne l'amènera pas à zéro, mais ça serait bien si, voilà, si je pouvais participer à cette mission-là, ça serait cool. Voilà. Ah, tu peux pas souffrir d'une sécheresse si tu n'es pas agriculteur. Enfin. Donc, salut Emmanuel, je suis vraiment ravi de t'accueillir sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de te mettre en avant parce que je sais que ce que tu fais, ça a une grande valeur, c'est quelque chose d'innovant. Moi, j'ai tendance à travailler essentiellement avec les personnes innovantes et ça me fait plaisir de te mettre en avant, de mettre en avant des personnes comme toi au travers de ma chaîne YouTube. Du coup, bienvenue sur ma chaîne et je t'invite à te présenter, à présenter ton activité, ce que tu fais et c'est un plaisir de te laisser partager ton message aujourd'hui sur ma chaîne. Écoute, salut Grégory, merci déjà pour l'invitation. Alors, donc, moi, je m'appelle Emmanuel Marguet. Je suis l'heureux mari de Sandrine et voilà, un papa comblé avec 3 enfants. J'ai 2 filles et un garçon. Donc, moi, je suis coach et donc j'accompagne en général les agriculteurs. Donc, moi, voilà, j'ai été dans ma carrière 20 ans agriculteur et ensuite, à la suite d'un crash, c'est le coaching qui m'a en partie relevé. Et donc, j'ai décidé de m'y intéresser. Je me suis formé. J'ai eu un diplôme en 2015. Et puis, depuis, voilà, je m'attache à accompagner l'agriculture et surtout l'agriculteur et l'agricultrice en général. Ma mission, c'est ça, d'accompagner, de devenir un des grands coachs agricoles. Voilà, le but, ça serait de pouvoir faire baisser le taux de suicide dans l'agricole. Ça serait vraiment le top. Et donc, voilà. Je sais qu'on ne l'amènera pas à zéro, mais ça serait bien si, si je pouvais participer à cette mission-là, ça serait cool. Voilà. Et du coup, donc tu nous parlais, tu as introduit ton parcours par le fait que tu as été dans l'agriculture au préalable. Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire par rapport à l'agriculture, ce que tu as vécu, comment les challenges sont parvenus et comment toi aujourd'hui tu t'insères justement au travers de ta mission pour pouvoir aider les personnes qui traversent ce que tu as traversé toi par le passé à se relever beaucoup plus rapidement que toi ce que tu as fait parce que j'imagine que toi ça t'a pris beaucoup de temps, tu as souffert, tu as fait des erreurs que aujourd'hui tu aides tes clients à ne pas les reproduire ou du moins à en reproduire moins. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ton histoire quand tu étais agriculteur, ce que tu vivais, tes challenges, etc. Ouais, donc alors moi je me suis installé dans les années 90. Donc sur la ferme de mes parents, on a créé une activité chambre et table d'hôtes parce que voilà, l'exploitation était trop petite, donc on a fait une diversification. Et puis après, au fur et à mesure, donc mon frère est revenu à la place de mon papa, donc on a grossi un peu la ferme, on l'a améliorée. Ensuite, on a accueilli un 3e associé où là, on a fait voilà, une exploitation, un GAEC à 3. Donc, nous, on est dans l'élevage laitier, donc on faisait du comté, du morbier, du Mont d'Or, donc des fromages du Haut-Doubs. Et donc après, quand il y a eu moi, j'étais un peu l'électron libre du GAEC. C'est-à-dire, moi, j'aimais bien un peu développer des projets multi-acteurs. Donc, moi, je suis parti à faire, par exemple, je me suis mis président d'une coopérative de location de matériel agricole où on a totalement vendu notre propre matériel pour ne faire que le louer, pour être quitte d'investir dans du matériel énorme et qui sert peu au final. Donc, moi, j'y ai participé à ça. On a fait ensuite avec des collègues de la vente directe de produits agricoles, donc de la viande de bœuf et de la viande de veau de lait, en plus, à côté au GAEC. Donc moi, j'étais responsable de ça. On a adhéré à un magasin de vente directe. Donc on était 9 agriculteurs. On a ouvert un magasin, enfin, il était déjà ouvert, mais j'ai participé au développement du magasin vers Besançon. Ensuite, comme j'étais toujours en mode projet, j'ai voulu créer une usine de déshydratation, donc c'est-à-dire une usine où on allait remplacer la protéine qu'on donne à nos vaches
qui vient du Brésil et à le remplacer par une protéine plus locale. Et en fait, ce projet-là a été un énorme projet. On a investi près de 5 millions d'euros entre une centaine de personnes, entre des agriculteurs, des investisseurs. Et puis, donc moi, j'ai été le leader de ce projet. Et ce projet-là, il n'a pas marché. Et on a déposé le bilan, on a fait faillite et tout s'est écroulé. Et moi, j'ai été obligé de vendre. Donc ma femme et moi, on a tout vendu, donc les parts de la ferme, les terrains, la maison. Et on s'est retrouvés voilà, dans une situation financièrement parlant ruinée. Et donc moi, ça a été voilà, la claque, la deuxième claque de ma vie, puisque la première, ça a été à l'âge de 12 ans. Donc la deuxième grosse claque de ma vie. Donc là, je me suis retrouvé sur une banquette pendant quelques mois, déprimé. Et voilà, avoir perdu mon identité, puisque je mettais mon identité sur ce que je faisais, pas sur ce que j'étais. Et donc voilà, donc tous les challenges que j'ai eus, c'était souvent par rapport à l'humain. C'est-à-dire, j'étais souvent leader de groupe. Et donc l'être humain, en particulier dans l'agriculture, voilà, c'est parfois super compliqué. Mais si je te permets de rebondir sur ça, c'est que, est-ce que tu penses que le projet, concrètement, il a échoué parce qu'il y a eu il y a eu des conjonctures ou des événements qui ont fait que ça a échoué, ou est-ce que tu penses que c'est parce que les humains qui composaient les décideurs de ce projet, ceux qui étaient associés à toi, est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils devaient travailler sur eux, et s'ils avaient travaillé sur eux, les décisions auraient été tout autres et le projet aurait eu une chance d'aboutir? Est-ce que tu penses que c'est plus axé sur l'humain, donc les décisions que l'humain a prises qui sont basées sur est-ce que l'humain, lui, il est bien avec lui-même, ou est-ce que tu penses que c'est un côté extérieur, un facteur extérieur qui a fait capoter le projet? J'ai tendance à dire que c'est les deux, en fait. Ouais, ok. C'est-à-dire, c'est les deux dans le sens où moi, je suis quelqu'un... Je me croyais quelqu'un de super spirituel. Et en fait, j'ai découvert par là que j'étais en fait quelqu'un d'hyper cartésien dans le sens où je veux tout comprendre comment ça fonctionne. Et donc, que ça soit un groupe, que ça soit la vie, l'univers, voilà. Et en fait, je voudrais percer le mystère. Donc ça me fait partie de mon côté cartésien. Mais en même temps, voilà, l'autre partie fait que oui, il y a bien quelque chose de plus grand et plus fort que l'humain. Puisque voilà, il y a une organisation assez intelligente, beaucoup plus intelligente que nous. Donc le projet, il a souffert des deux. C'est-à-dire qu'il a souffert du mystère. Parce que là, voilà... moi, j'ai découvert que finalement, chaque entreprise créée dans le monde, ma foi, si 100% des entreprises marchaient, on aurait un gros problème, c'est qu'elles mourraient quand même. Donc, on a lutté contre une force qui est naturelle, qui est que 100% des entreprises créées ne peuvent pas marcher. Il faut juste, voilà, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et donc, voilà, et en même temps, on a souffert de l'être humain, qui, pour certains, n'avaient pas le même alignement. C'est là où j'ai fait une formation de coaching quand j'étais au plus bas, et c'est ma chérie qui m'avait acheté un Psychologie Magazine. Je suis rentré un jour de cette usine là, qui était en train de cracher, et elle avait laissé la page ouverte sur les pubs de coaching, devenez coach, école de coaching, etc. Et donc, quand je suis allé à Bordeaux me former, j'y allais vraiment pas pour me former, j'y allais pour sortir de l'enfer de la boîte. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, on n'était pas du tout alignés, puisqu'on a bossé sur un outil qui explique un peu l'évolution, les changements avec des couleurs. Et en fait, dans l'entreprise que j'avais des gens de toutes les couleurs, en fait. Et c'est pour ça que l'humain a fait foirer le projet, puisque on avait des violets, on avait des rouges, des verts, des jaunes. Bref, quand on a analysé le projet, ça pouvait pas fonctionner, puisque l'alignement des personnes, elle était totalement désaligné. En fait, on ne pouvait pas faire un projet collectif avec autant de personnes alignées par couleur, en fait. C'est super intéressant ce que je dis, parce que
Donc là, tu as pu mettre en avant ça au travers du système de couleurs. Mais ce système de couleurs, ce qu'il montre, c'est que dans tout projet, il faut de la focalisation en fait. C'est-à-dire que si tu focalises pas l'énergie dans une même direction, eh bien si les énergies elles partent dans tous les sens, au final, il n'y a pas de création, il n'y a rien qui peut émerger de cela. Et là, c'est vraiment ce qui est ressorti de ce projet, c'est que comme chacun allait dans des directions qui n'étaient pas les mêmes, au final, l'énergie a été dissipée et donc le projet n'a pas pu avoir suffisamment d'énergie focalisée vers une même direction, une direction commune, une vision commune. C'est pour ça qu'on parle de vision commune dans une entreprise, qui fait qu'on arrive à obtenir ce que l'on veut. Et c'est là le dilemme de l'associatif, de s'associer avec d'autres personnes. La collaboration, c'est que c'est excellent parce qu'on apprend de chacune des personnes, parce que si on est amené à collaborer, c'est ça pour moi le but de l'entrepreneuriat, du business ou d'autres choses dans la vie, mais l'entrepreneuriat, je trouve que ça a une dimension encore plus poussée, c'est que on collabore pour être en relation avec des gens, pour apprendre de ces personnes-là. Et en fait, le business, moi, je le vois comme un prétexte. C'est juste comme une activité commune, en fait, si tu veux, comme faire du foot. Moi, j'aime faire du foot. Qui nous permet d'être en relation parce qu'on a un point commun. Mais en même temps, on apprend parce qu'on est en contact et on est en connexion et on est obligé de collaborer. Donc, on est obligé d'apprendre l'un de l'autre et de se développer grâce à ça. Et du coup, ça a son côté positif. Mais dans l'intérêt commun, parfois ça fait capoter des projets parce que les gens ne sont pas alignés et voilà, c'est tout. On a fait ce qu'on appelle un projet Hollywood. C'est-à-dire que c'était une super idée, mais c'était un très mauvais business. Voilà. Donc, ça ferait très bien dans les films. Ça ferait super, on pourrait en faire un film. Ouais. Mais ça t'a permis d'apprendre et du coup, ça t'a permis de réaliser que, et ça c'est super intéressant avec l'histoire du magazine, la vie, l'univers, la source, les anges, tes guides, etc., ce à quoi les gens pensent et croient, ils t'ont emmené, tu vois, ils t'ont mis un outil, tu vois, au travers de ta femme qui a laissé le bouquin ouvert, à découvrir, à te focaliser ton attention sur ce truc-là, qui t'a mis sur une nouvelle piste, et c'est celle de l'accompagnement. Et là, tu vois bien la mission qui est la tienne, qui s'insère, parce que là, dans le coaching, tout le monde est coach aujourd'hui et tout le monde joue sur le même field. Tu vois, on est tous coachs, les coachs se coachent entre les coachs. Tu vois. Et moi, ce que je trouve intéressant là, dans ton approche, c'est que tu vas utiliser cette dimension dans un terrain qui est novateur, innovant, où il y a personne, je crois, qui fait ça aujourd'hui. Et du coup, c'est très intelligent et c'est très courageux de ta part d'aller sur un terrain qui est tout neuf. Donc, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est, donc tu as compris que l'humain, t'as compris que le fait de travailler sur l'humain, ça permettait de changer la situation sur le plan matériel, économique, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, il y a une difficulté économique globale, mais l'agriculture est très très touchée. Je t'ai partagé en off aussi mes expériences quand j'étais jeune, où je cueillais les abricots, les artichauts aussi, et je voyais à quel point il y a du gaspillage parce que l'économie et le système et les standards de production, les marques veulent certains standards et du coup il y a beaucoup de déchets alors que c'est des choses qui sont consommables, qui sont jetées, et du coup il y a sur le point écologique, il y a un problème, et aussi sur le point économique pour les agriculteurs, parce que les agriculteurs, ils travaillent beaucoup pour peu de résultats. Du coup, comment tu les aides à ce niveau-là ? Qu'est-ce que tu utilises par quoi tu pars pour pouvoir identifier quel est le problème de l'agriculteur et pour qu'il puisse changer sa situation économique, et pour qu'il puisse continuer à perdurer, parce que sinon on est dans la merde, parce qu'on a besoin de manger, quoi, tout simplement. On peut être dans un monde de plus en plus digitalisé, mais si on n'a plus d'économie traditionnelle avec la nourriture, les matières premières, l'agriculture en fait partie, là on est mal barré. Donc comment toi tu t'insères dans ça et comment tu les aides, ces personnes ? Alors, moi au début je leur donne ce qu'ils ont envie, et pour à la fin de l'accompagnement leur donner ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire qu'au début je suis arrivé à l'inverse, c'est-à-dire que je suis arrivé en mode un peu sauveteur en disant voilà, moi j'ai connu, je sais comment on se remet, je suis alchimiste et gna. Sauf que ça frappe trop du premier coup, c'est-à-dire que tu leur dis voilà ce que vous avez besoin, sauf qu'ils entrent en résistance, que ce soit leur cerveau archaïque ou avec leurs croyances.
ça tape trop fort. Donc au début, je leur donne ce qu'ils ont envie. Ils ont envie d'être soutenus, ils ont envie, on les a un peu, on leur a pris pas mal de pouvoir parce qu'on leur donne des aides, des subventions. Donc il y a le papa État, il y a la maman Europe et laissez-nous faire. Quand vous serez en difficulté, vous viendrez voir le papa, il vous aidera, etc. Donc au début, ils ont besoin de soutien et après, je les challenge. C'est-à-dire que la croyance profonde de l'agriculture en France, moyenne, c'est je sais faire que ça, en fait. Parce qu'avant, on arrive d'un passé où, avant, celui qui ne savait pas trop quoi faire, il reprenait l'affaire. Et c'est profond, hein. C'était le dernier. De toute façon, avant, il n'y avait que des agriculteurs, donc on faisait que agriculteurs. Mais si on en revient un petit à petit, il y en a un ou deux qui sont partis vivre en ville, mais celui le plus nul, entre guillemets, il devenait agriculteur. Et donc, il y a une croyance profonde que je suis plutôt nul, donc je vais faire paysan parce que c'est facile. Hein? Donc ça, c'est la croyance profonde. Et donc, il s'est encore bien ancré dans le monde agricole. Et donc, derrière, il faut apprendre à inverser la chose en disant, mais en fait, tu es beaucoup plus fort que tu le crois. Et donc, comme avec toute croyance, si tu en vas à l'univers, je suis plutôt nul, tu vas t'attirer plutôt des échecs, des difficultés. Et voilà. Et donc, le but, c'est, au début, je leur donne ce qu'ils ont envie. Et après, à la fin, je leur donne ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire casser cette putain de croyance comme quoi ils savent faire que ça et qu'ils sont nuls. Et comme ils étaient nuls, ils ont repris la ferme. Et ils sont devenus agriculteurs par défaut. Et donc ça a besoin de casser pour qu'ils reprennent leur psychologie d'entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, ils sont entrepreneurs. Hein. Et donc il va falloir, voilà. Donc le but, c'est petit à petit de les faire grandir et qu'ils arrivent à une responsabilité du genre, s'il m'arrive une sécheresse, comme je suis agriculteur, j'en souffre, ouais, mais je suis aussi responsable de ça. C'est-à-dire si je suis pas agriculteur, je m'en fous de la sécheresse. Et donc, au final, de se dire, je peux pas être quitté ou trompé si je suis pas en couple, je peux pas avoir des problèmes de sécheresse si je suis pas agriculteur, je peux pas perdre un enfant si j'en ai pas. Et donc voilà, c'est ce qu'ils ont besoin, et j'essaie de les amener jusque-là à un niveau de responsabilité pour, comme tu disais, dire, mais les 80% de bricots qui sont jetés, ça suffit, quoi. Enfin, c'est quoi ce suffire? Et de dire fuck au système, mais d'inverser les choses en mode responsabilité élevée. Voilà. Parce que le système a besoin d'eux quand même pour fonctionner. Le jour où vraiment il n'y aura plus de point de non-retour, au final, le système il tiendra pas. Mais au final, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que tu fais switcher les agriculteurs de l'état d'esprit de j'ai fait ça par défaut à je choisis de le faire parce que j'ai envie de le faire, parce que c'est ce que j'aime. Et yes. On voit bien que de toute manière, ça c'est un principe de base. C'est quand on aime faire quelque chose et qu'on prend plaisir au processus de faire cette chose-là, eh bien on a des résultats, on réussit, on prend du plaisir, on prend de la confiance. Du coup, la confiance fait qu'on passe encore plus à l'action et qu'on prend encore plus les bonnes décisions et les bonnes actions. Du coup, on a encore plus de réussite et du coup, on a envie d'en faire encore plus. Et c'est le cercle vertueux et le cycle de la confiance en soi et le cycle du succès. Et du coup, selon toi, le symptôme, donc dans l'agriculture en général, même si on va prendre des raccourcis aujourd'hui ici, je ne connais pas les stats, toi probablement que tu les connais plus que moi, mais en gros, on est dans une agriculture aujourd'hui en France où les gens, dans la grande majorité, ils font ça par défaut parce qu'ils pensent qu'ils sont teubés. Et du coup, il faut changer à l'échelle micro, c'est-à-dire entre agriculteur par agriculteur, pour qu'il y ait une transmission de on fait plus ça par défaut, mais on le choisit. Et du coup, on aura des meilleurs agriculteurs, des meilleurs résultats, une meilleure agriculture et du coup, une meilleure chance de sortir de ce bourbier, quoi. Oui, parce qu'en même temps, le système, il est bien fait parce que tout est fait pour limiter leur psychologie et les rendre plutôt pédomorphes. Moi, je dis pédomorphes parce que pédo, c'est l'enfant et morphe, c'est prendre la forme. Tout est fait pour leur dire, et moi, je suis à l'aise avec ça puisque je l'ai connu. J'ai connu la phase où, à un moment donné, on fait tout
pas trop que tu aies de responsabilité, puisque laisse, on va te donner des subventions et puis le reste, on va faire à ta place. Okay. Donc, moi, je suis passé d'un monde où j'avais pas besoin, où 100% de mes produits, ils se vendent. Qu'ils soient bons ou pas bons, ils se vendent. Et donc, j'ai toujours un peu des rentrées d'argent, il y a toujours, voilà. Et puis, si j'ai envie de m'acheter un beau tracteur, hop là, il y a des prêts qui arrivent. Enfin, il y a une rentabilité catastrophique, mais c'est pas grave, on te prête quand même. À un monde où, franchement, si mon coaching il est trop cher ou pas bon, ou s'il n'apporte pas assez de valeur, ou si la personne elle perçoit pas la valeur, eh ben je vends rien et j'ai zéro et personne vient me dire ah ben c'est pas grave, tiens voilà une prime. Et donc ça a été un choc terrible de passer d'un monde où tu es sursoutenu à un monde où tu dois te relever et sortir tes coronets et dire putain merde, faut que j'aille vendre, enfin faut que je monte un système solide et je me fasse plus connaître et que j'aille prendre des échecs, prendre des non, casser l'addiction au oui. Enfin bref, ça a été une bénédiction au final. Mais je vois bien que le système il est fait pour qu'on enlève un max de pouvoir et de responsabilité aux agriculteurs et aux agricultrices. Parce que ça permet de les asservir et de les contrôler finalement. Ben oui. Et oui, mais derrière, sortir de ça, c'est comme une addiction. C'est extrêmement difficile. Tu trembles de partout hein, quand tu es agriculteur et que tu dis, bon allez, je vais refuser la prime et je vais me démerder. Et je vais essayer de changer ma structure, mon système. Soit il faut exploser le temps de travail. Donc c'est ceux qui font de la vente directe, qui font leur propre fromage. Eh ben, ils veulent faire tout eux-mêmes, ils n'aiment pas trop embaucher, avec plein de croyances sur les salariés. Et donc, ils explosent leur temps de travail. Et donc, ça ne marche pas. Et donc, les gens qui sont dans le système disent, vous avez vu, ça ne marche pas. Et voilà, et donc, tout est fait pour que ça soit addictif. Et voilà, et c'est... Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est... Est-ce que tu penses que ta dimension spirituelle t'aide dans ton activité à connecter avec les gens? Et est-ce que tu penses que ça a un impact aussi sur les transformations que tu opères chez tes clients en fait? Oui, parce qu'il y a les deux en même temps. C'est-à-dire que moi, ça a été derrière la faillite, l'univers est un coquin, hein, Grégory. Les premiers clients, ils avaient des graves problèmes de trésorerie, ils étaient au bord du gouffre. Donc, voilà, c'était très intéressant. Parce que, voilà, la personne dit, voilà, j'ai entendu parler de toi, je suis mal dans la peau, je suis au bord du divorce, et puis j'ai plus un rond, et je suis en train, ma ferme est en train de faire faillite. Les 3-4 premiers, c'était clair. Et donc ça c'est pas moi qui fait ça, c'est l'univers qui t'envoie en disant tiens, on va voir où t'en es mon pote. Donc voilà, et donc je leur explique moi. Je leur dis voilà, c'est quand même intéressant que quelqu'un qui est ruiné et qui se lance dans le coaching attire les premiers clients qui sont au bord de la faillite et qu'il va falloir travailler sur l'argent et l'amour de l'argent et voilà. Parce que ça c'est aussi une valeur dans l'agricole qui est très mal perçue, c'est l'amour du pognon. Ouais. C'est un autre débat, mais voilà. Est-ce que tu penses oui, l'univers, et donc moi je m'en sers, parce qu'en même temps, il se passe des choses que moi je ne contrôle pas, dans le sens où c'est comme quelqu'un qui était gros, qui a perdu 30 kilos et qui va rencontrer quelqu'un qui est gros. Il va se passer des choses, même sans la parole. La personne qui est grosse, elle va avoir un déclic en disant mais en fait c'est possible. Enfin, ça se passe dans l'énergie. Et donc moi quand j'arrive chez des agriculteurs en disant voilà je m'en suis remis, on a réussi à refinancer notre maison, voilà. Et ben même sans parler il se passe des trucs. Donc moi je laisse faire ça. Les gens ils disent ah mais en fait c'est possible. Parce que quand je leur explique où j'étais, quand mes cartes bloquaient, quand tu peux plus t'acheter une pizza aux gosses, et ben à un moment donné, ils se disent ah ben en fait. Finalement, malheureusement, tu es quand même confronté à la réalité du marché que les agriculteurs attendent toujours
d'être dans le rouge, dans la merde, pour pouvoir pour réaliser qu'il faut changer des choses. Mais est-ce qu'ils viennent avant que ça soit la catastrophe? C'est ça ma question. Bah non, non, pour l'instant non. Ok. Après j'ai saoulé mon monde avec le coaching. C'est-à-dire je dis mais attendez pas d'être mal pour prendre un coaching. Parce qu'on va vous expliquer déjà des principes de voilà, je peux pas être trompé si je suis pas en couple. Et donc le jour où tu es trompé et que tu as déjà entendu ça avant, c'est déjà mieux. Par contre, que tu n'as jamais entendu ça et que tu te fais tromper et que tu pètes un casque et puis tu commences à être dans l'émotionnel et qu'on te dit bah c'est normal, je vois pas le problème, tu es trompé et alors ah ouais, mais, bah oui mais je vois pas le problème, c'est un privilège d'être trompé quand on est en couple. Quoi? Et donc les gens voilà, donc pour l'instant j'attire que des gens qui sont au bord du truc pour bouger. Mais petit à petit, avec des conférences, avec Internet, on va pouvoir un petit peu commencer à se dire mais voilà, tu peux pas souffrir d'une sécheresse si tu n'es pas agriculteur. Enfin. Donc finalement, ce que tu apportes aussi à tes clients, c'est le fait de les reconnecter à la foi finalement, c'est possible de se relever. C'est quoi pour toi avoir la foi? C'est quoi ta définition personnelle d'avoir la foi? Ben pour moi, avoir la foi, c'est croire en quelque chose que tu n'as jamais vu. Donc, voilà, il y a... Moi, dans mon parcours, quand je l'ai analysé, tu te dis, mais il y a une perfection. C'est dingue. Enfin, quand tu relis les points entre pourquoi j'ai choisi de vivre, de m'incarner ici, pourquoi j'ai choisi mes parents, pourquoi j'ai choisi telle famille, pourquoi tel lieu, pourquoi tel métier. Enfin, et à un moment donné, c'est juste une perfection en fait. Donc c'est là où tu dis bon ben là je crois que le cartésien en moi est obligé de lâcher et se dire bon allez. Ce que tu veux dire, c'est que là où nous, en tant qu'humains, on voit un problème, c'est-à-dire les agriculteurs qui ont une difficulté financière, en réalité, ça fait partie d'un plan qui est beaucoup plus grand qu'on n'a pas besoin de comprendre et qui fait que ça leur permet d'évoluer. Sauf que y en a qui évoluent avec d'autres difficultés, d'autres challenges dans leur vie, et eux, c'est par le biais des difficultés qu'ils rencontrent avec l'agriculture. C'est là où je dis la foi, il n'y a pas meilleur papa et maman que la vie. Et la vie, elle va. Moi, quand je refais mon histoire, j'ai pris 4 claques, mais de plus en plus fortes. Fais gaffe à ton argent. Fais gaffe à ton argent. Fais gaffe à ton argent, mais après, voilà, là, j'ai entendu. Mais il a fallu 3-4 claques. Et c'est comme ça, voilà, j'étais dans mon trip, dans mon ego, et voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a les deux. C'est-à-dire, après, alors attention, hein, parce que moi, je ne veux pas faire croire qu'il n'y a que la foi et que la vie. C'est-à-dire que tu peux impacter aussi la matière. Et donc, c'est les deux. C'est une danse. Moi, plus j'avance et plus je leur explique que c'est une danse. C'est-à-dire que tu peux impacter la matière, puisque quand tu envoies une croyance à l'univers, elle te revient. Tu en fais l'expérience. Donc, si tu crois que tu es nul, tu vas en faire l'expérience. Si tu crois que tu es bon, tu vas en faire l'expérience. Donc, au final, tu peux impacter la matière. Et ça, c'est ma partie cartésienne, elle est contente. Ah, super. Je peux impacter la matière. Donc, ça veut dire que je peux avoir une partie de responsabilité. Oui, mais en même temps, tu es dans un plan beaucoup plus intelligent que toi. Donc, voilà, sois humble, fais de ton mieux. Et puis, si tu loupes, eh ben, c'est que maman ou papa, il a dit non, et ben voilà, fais autrement. Et donc, en fait, c'est bien la façon dont tu vois les choses et avec les métaphores que tu prends, je trouve que c'est très parlant. Et du coup, ce que tu veux dire par là, c'est que très souvent, il y a 2 clans dans la spiritualité, entre guillemets. Il y a ceux qui pensent qu'il n'y a que la spiritualité et que tu es spirituel quand tu es juste dans les énergies. Et il y a ceux qui sont dans la matière et qui sont en mode il n'y a rien qui existe autre que ce que je suis en train de voir. Et en fait, je suis d'accord avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette croyance avec la loi d'attraction, tous les films qu'on nous montre, tous les trucs qui se passent et tout, qu'il suffit, tu vois, de méditer, tu vois, toute la journée. Et l'univers, il va se charger de faire les choses pour nous.
Sauf que les gens oublient qu'on fait partie de l'univers, donc on fait partie de la chaîne, du maillon voilà, on est un maillon de la chaîne de l'univers et on a notre rôle à jouer. On est dans un monde matériel, on a capacité à passer à l'action pour créer dans la matière. Pour ça, il faut prendre des actions. Mais en effet, si ces actions ne sont pas alignées avec qui on est, ce que l'on veut, etc., mais finalement, ces actions, elles vont amener de la perte, ou elles vont amener du manque, etc., parce qu'elles sont alignées sur de la peur et des énergies de manque. Maintenant, ok, être connecté à des fréquences et des énergies d'abondance, c'est la base, c'est le terreau, Ouais. c'est le fuel. Mais Yes. ensuite, une fois qu'on a cette énergie d'abondance, il faut l'utiliser. Et pour l'utiliser, on prend des actions, des décisions, et on les acte dans la matière et on en fait quelque chose pour créer du nouveau et de l'abondance. Voilà. Ça. On est d'accord. Et c'est pour ça que moi j'arrive dans un milieu très ancré et très cartésien. Voilà. Le jour où tu te dis, le jour où les gens ils disent, bah voilà, j'ai des problèmes dans mon GAEC, il y a un conflit dans mon GAEC, et que moi je dis, oh génial. Les gars, ils te regardent, ils disent, qu'est-ce qu'il dit lui? Je dis, putain, c'est super. C'est vrai, il y a un conflit, vous engueulez? Ouais. Et donc, les drogués à la paix, ça marche dans l'agriculture, les drogués à la paix, eh ben, ils vont se taper des conflits de GAEC, des conflits dans une coopérative, des conflits avec leurs acheteurs, jusqu'à ce qu'ils craquent en disant, bah, en fait, si je veux un monde en paix, il faut que je multiplie un peu les conflits pour avoir... voilà, j'aurai un monde beaucoup plus en paix si je multiplie mes conflits, en fait. Et donc, ils sont très... j'arrive, moi, dans un milieu très... ils sont dans la terre, hein, voilà. Donc, bon, quand tu commences Donc c'est intéressant, tu dois t'adapter, tu dois te mettre à leur niveau pour commencer. Et petit à petit, tu dois leur faire réaliser qu'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre et voir concrètement, mais qui existe et qui a un impact aussi sur leurs résultats, leur niveau de bien-être, aussi bien mental, émotionnel que physique. Mais ça, tu le fais avec une transition finalement, qui les amène à... Ouais, parce que voilà, moi j'ai vu des gens faire des révolutions. Ils étaient super cartésiens, hop, révolution, ils sont devenus que spirituels en fait. Et après ils disent, ah putain, ça marche pas, non plus. Ben ouais, il faut les deux. Mais c'est intéressant parce qu'on a besoin d'expérimenter les opposés pour le réaliser. Parce que si on n'expérimente pas l'opposé, on peut pas réaliser que c'est pas tout blanc ou tout noir. Et du coup, on revient au milieu grâce à ça. Voilà. Et du coup, tu dirais quoi aujourd'hui à un agriculteur, voilà, qui se sent un peu dépassé par les événements extérieurs, personnellement, professionnellement. Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il puisse retrouver espoir, que finalement, c'est pas quelque chose de définitif, ce qu'il vit, mais que c'est qu'un passage en fait qui lui permettra d'évoluer et qui lui permettra de se reconnecter non seulement à qui il est, mais aussi à retrouver l'abondance sur le plan matériel. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne, à cet agriculteur qui a perdu espoir et qui pense que c'est foutu en fait? Alors, en premier, je lui dirais il n'est pas coupable en fait. Parce que dans le milieu agricole, il y a beaucoup de culpabilité. On est dans un monde où la notion de bien-mal est extrêmement forte. Si tu gagnes de l'argent, tu es un bon agriculteur. Si tu en perds, tu es un mauvais agriculteur. C'est extrêmement fort et donc tu te sens extrêmement coupable. Donc il y a beaucoup de judéo-chrétiens dans l'agriculture. Donc voilà, si tu fais pas tout bien, si tu fais tout bien, tu iras au paradis. Donc, et c'est très fort. Donc tu n'es pas coupable. C'est-à-dire c'est pas de ta faute. Tu n'as pas fait exprès d'être dans cette situation. Donc c'est la première marche, c'est de s'asseoir et de se dire j'ai pas fait exprès. C'est pas ma faute. Il y a plein d'autres, comme on disait tout à l'heure, il y a plein d'autres facteurs. Donc tu te poses, tu respires, tu pleures un bon coup parce que dans l'agriculture on n'a pas le droit de pleurer. Donc tu vas te poser tu te caches. Je suis pas coupable. Tu te dis je suis pas coupable, je suis responsable. Si tu t'es attiré cette situation, c'est que tu es responsable mais tu n'es pas coupable. D'accord? C'est la première marche. En gros, viens dans mes bras. On va pleurer un coup.
allez, laisse circuler les émotions, on se pose. Oui, je comprends, t'as des dettes, des courts termes, des trucs de partout. En plus, la sécheresse. Ouais. Allez, viens, on se pose. Voilà, première marche, c'est ça. Une fois qu'on a laissé circuler un peu l'énergie, et ça, dire bon, ok, comme tu es responsable, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès maintenant pour que tu puisses retrouver un peu d'oxygène. Et après, petit à petit, je vais commencer à l'entrer dans dire, allez, c'est quoi tes croyances profondes? Tu te dis quoi quand tu es tout seul avec toi-même ou la nuit ou dans tes insomnies? Et vas-y, on va sortir la croyance racine et on va inverser cette croyance racine. On va la remplacer parce qu'on n'enlève pas une croyance, on la remplace. Donc on va remplacer la croyance comme quoi tu es nul et que c'est parce que tu es nul que tu es dans cette situation-là par la croyance que tu es un gagnant et petit à petit, ouais. Alors après, il y a une autre chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est que souvent, j'essaie de les mettre dans l'énergie de, imaginons, ça c'est la deuxième marche, imaginons que tu es libre financièrement. Tu as un coup de bol au loto, ou tu as un héritage qui arrive de je ne sais pas d'où, ou tu hérites d'un immeuble, il y a 12 appartes. Sur les 12, il y en a 2 de vide, 10 de loyer, et tu as en gros 3500 balles qui arrivent tous les mois. On ne parle plus d'argent, on sort l'argent du jeu. Et là, je le regarde dans les yeux, je dis, on va être honnête, est-ce que tu continues à faire paysan, agriculteur? Et là, il y en a 30%, il y en a 3 sur 10 qui me disent, ah, moi j'arrête. Donc déjà, tu n'es déjà pas dans le bon business. Donc les 3 qui me répondent, moi si demain, je n'ai plus à me soucier de l'argent, j'arrête, direct. Bon, ben, on va les remettre à leur place. Et ça va libérer de la place. Et là, j'entre dans le spirituel, la nature hors du vide. Ça va libérer de la place pour des gens qui veulent vraiment être paysans. Et t'inquiète pas pour ta ferme, hein, elle sera louée. Même si tu es au fond du Gers, t'inquiète pas. Et puis après, les 7 autres, s'ils me disent, si je suis libre financièrement, je continue à être paysan. Mais je le fais autrement. Ah, ok, cool. Et donc après, ça, voilà, une fois que l'énergie circule, ben, on met en place des trucs. C'est super intéressant ce que tu dis. Ça montre que le système marche de la même manière pour toutes les thématiques et qu'on peut adapter ça. L'univers, ce que tu expliques, c'est vrai, si tu veux aller vers le nouveau, si tu veux attirer ou créer plutôt, j'aime bien plutôt parler de créer parce que je pense que la loi d'attraction, c'est une énergie qui nous aide à créer parce qu'on crée les choses, on les attire pas vraiment selon moi. Et du coup, pour pouvoir avoir de nouvelles perspectives, tu es obligé de lâcher certaines choses du passé. Et le fait que tu fasses réaliser ça à ces personnes-là, je trouve ça très beau. Mais ce qui me choque un peu, c'est qu'il y a finalement un faible pourcentage. Tu vois. Après, c'est juste lié à peut-être mes croyances personnelles, mais 3 sur 10 qui se disent que finalement ils arrêteraient d'être agriculteurs. Je trouve ça quand même un pourcentage plutôt faible. Et c'est quand même plutôt bon signe. Ça montre qu'il y a quand même la majorité des agriculteurs qui aiment faire ça quand même et qui continueraient à le faire, même si l'argent n'était plus la question, quoi. Bon, après, ça n'a pas valeur statistique, mais moi, dans mes clients, c'est 3 sur 10. Génial. Mais écoute, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. C'était super intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans ce field-là, dans ce domaine de vie qui est l'agriculture. C'est quand même quelque chose d'assez innovant. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui font ça, qui font ce que tu fais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, les agriculteurs qui auraient besoin de tes services? Est-ce que tu as un site web ou est-ce que tu as une chaîne YouTube? Est-ce que tu as un support que tu favorises qu'on pourrait mettre en avant ici dans cette vidéo? Ouais, c'est en premier, c'est ma chaîne YouTube, hein, donc Emmanuel Marguet, tout simplement. Tapez Emmanuel Marguet, vous avez toute la chaîne YouTube. Puis après, vous avez des liens de rendez-vous. Moi, je fonctionne par rendez-vous. Donc, c'est un lien Calendly et hop, voilà. Et puis après, sinon, voilà, hein, Facebook, je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn. C'est les 4. Après, pour l'instant, je n'ai pas forcément de site
à Internet. Mais, voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Chaîne YouTube, Facebook. Je mettrai les liens de ta chaîne YouTube et de ton Facebook. Et les gens, ils iront te trouver. J'imagine que quand on veut quelque chose, on sait où trouver les gens. Je choisis maintenant mes clients. Je ne fais plus une masse d'accompagnement gratuit, pas cher. S'ils veulent du gratuit, ils vont sur la chaîne YouTube, ils regardent 2-3 choses. Voilà, ils peuvent déjà avancer eux-mêmes. Mais après, voilà, je casse les gens, mais les Okay, merci pour ces précisions. Donc les liens seront dans la description de la vidéo. C'était un plaisir de te rencontrer et c'était un plaisir de partager ça sur ma chaîne et je souhaite que cette vidéo puisse avoir le maximum d'impact pour les personnes qui auront la chance d'y avoir accès. C'était Emmanuel Marguet et Grégory Vivas et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Ciao.